Ça va bien. Est-ce que vous passez une bonne journée? Euh, J'ai vu que Clément Viktorovitch venait de finir son live, c'est ça? Il m'a pas raid? Ok, ok, c'est pas grave. On ouvre le crâne pour se dire bonjour, putain quel enfer. Tu es flou. Ah merde! J'ai pas réglé la floutitude. Voilà. Pardon, excusez-moi. J'étais flou. Là ça va mieux. Ah mieux, ça va pas mieux. Ah, là c'est bon. Bande de flou. Ouais, non, c'est moi. Excusez, hein. Toutes mes confuses. Il arrête sa corps. Fort bien. Tu te reposes du live de 5 heures d'hier. Hier, on a fait 6h30 de live. J'étais cramé à la fin, hein. Je sais même plus de quoi on discutait. Ah, on discutait du Parlement norvégien, je me souviens. Ah, bref, c'était n'importe quoi, quoi. Euh... J'espère que vous allez bien. Et oui, alors effectivement, ce matin, alors je suis désolé pour aujourd'hui, mes amis. Pas de questions au gouvernement. Je suis arrivé trop tard chez moi. J'ai mal calculé mon coup. J'ai été invité à midi dans l'émission de Samuel Etienne qui s'appelle Ma vie pro. J'ai été invité à midi dans l'émission de Samuel et ça se terminait à 14h et les QAG commençaient à 14h, donc j'avais pas du tout le temps de rentrer chez moi, de manger un morceau et tout. Donc pas de QAG aujourd'hui, je prends le live, il est 16h, c'est trop tard, la séance est terminée. C'est pas grave. De toute façon, hier, vous avez eu fromage et dessert, parce qu'on a eu QAG plus motion de censure. On va pas se plaindre. On survivra. Oui. Oui, complètement. On n'a qu'à faire des Q agents. Ouais, voilà, si on fait une FAQ, si vous voulez, y a pas de problème. Et que résumer de cette motion de censure? Rien comme attendu. Oui. Bah oui. Oui, non, on s'y attendait, hein. Les viewers attentifs de ma chaîne n'ont pas été surpris, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et non, l'émission de Samuel Etienne, elle était chouette. C'est une émission où il parle de vie professionnelle. Et aujourd'hui, le thème, c'était quand on veut, on peut. Point d'interrogation. Quand on veut, on peut. Et donc, Samuel m'avait demandé de préparer une chronique pour parler du sujet. Et donc, j'ai fait une chronique sur la méritocratie n'existe pas. Et c'était chouette. C'était chouette. Hmm. Après, j'ai perdu l'habitude de faire des chroniques, hein. Oh, c'est un rythme, c'est un style d'écriture très particulier. J'étais pas dedans, hein. L'émission est sur quelle plateforme? Sur Twitch, sur la chaîne de Samuel. Et le replay sera disponible quand il sera disponible, hein, je sais pas quand, c'est rien. Dans les jours qui viennent, demain. Euh, Elle est pas sortie ton intervention à Inter. Sur France Inter, si. C'était l'émission de samedi dernier qui s'appelle Les Pieds sur Terre. Non, c'est pas Les Pieds sur Terre. Le Monde. Attends. Le Monde moderne? Je sais plus comment s'appelle l'émission. Euh, Non, c'est pas la Terre au carré. Les pieds dans la tronche. Non. Je me souviens plus, je suis désolé, j'ai le cerveau cramé. J'ai oublié. Euh, Et oui, et demain, pour ceux qui n'ont pas vu l'information, demain dans l'émission Backseat, nous recevons comme invité politique cette semaine Bernard Guetta. Bernard Guetta, frère de David Guetta, mais ça on s'en fout. Ça n'a aucun intérêt comme information. C'est surtout un ancien journaliste spécialisé des questions internationales, qui a notamment fait la matinale de France Inter pendant des années, Bernard Guetta, et qui a été élu en 2019 eurodéputé Renaissance. Voilà. Et donc, on a des questions à lui poser à l'occasion de l'anniversaire du 7 octobre, évidemment, et puis de la guerre
que mène le gouvernement de Benyamin Netanyahou contre le Hamas et contre le Hezbollah. Et puis par ailleurs, on a aussi des questions à lui poser à Bernard Guetta parce que j'ai cru comprendre qu'il avait des divergences de point de vue avec Michel Barnier sur un certain nombre de sujets. Donc on va voir ça. C'est aussi un éminent membre de la Macronie que nous recevons demain, donc c'est chouette. Je suis très content. Il a été réélu? Ouais, il a été réélu, Bernard Guetta. Ça va être une belle émission demain. Ouais, ça va être une belle émission. Et il y aura une surprise aussi, ça vous verrez. Je me posais une question. Aux prochaines élections présidentielles, peu importe la date, s'il y a dissolution de l'Assemblée juste avant, le nouveau président doit se baser sur l'Assemblée élue juste avant. Oui. Oui, il est obligé de respecter un délai d'1 an avant de pouvoir dissoudre à nouveau. Donc quoi qu'il en soit, la première année... Député de quel département? Bernard Guetta est député européen. Les députés européens ne sont pas élus dans des départements. Ce sont des listes nationales. Est-ce qu'on peut dissoudre 1 an avant la présidentielle? Je me souviens plus. Je crois qu'il y a une exception. C'est où déjà la dissolution? La clôture de la session? Ça, c'est les traités internationaux. Ça, c'est le Conseil constitue. Je me souviens plus. Ça doit être écrit quelque part. Article 12. Non. Ah si, attendez, pardon, excusez-moi. J'étais pas sur le bon texte. Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre, prononcer la dissolution. Les élections ont lieu 20 jours après, entre 20 jours et 40 jours. Ok. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit. Cette réunion... D'accord, il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. Donc non, il n'y a pas de limite, effectivement. On peut dissoudre une assemblée juste avant la présidentielle. Ouais, non, il n'y a pas de limite. Du coup, Macron peut dissoudre une semaine avant la présidentielle, histoire de faire chier son successeur. Bah oui et non, parce que il y a quand même une cohérence de vote en principe. Il y a de fortes chances que les Français, s'ils choisissent d'élire une Assemblée nationale de telle couleur, vont voter pour un président de la République de la même couleur. Je veux dire, les gens ne changent pas d'avis. Après, il peut y avoir des dynamiques effectivement de désistement, de front républicain qui peuvent effectivement un peu changer les choses. C'est pas si clair à ce moment. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En ce moment, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est effectivement un peu plus compliqué que ça. Mais de toutes les manières, ça ne change rien puisque le nouveau président élu pourra dissoudre 1 an plus tard. Il y a un cooldown de 30 secondes. Putain, le mode lent, il ira 30 secondes. C'est vénère. Hop, voilà, on va se détendre. Est-ce que le président élu peut changer le Premier ministre? Oui, s'il le souhaite. Mais la réalité, encore une fois, c'est que un Premier ministre doit être validé par le Parlement, par l'Assemblée nationale. Soit par un vote de confiance, soit par
l'échec d'une motion de censure. Donc, je le redis, le président de la République ne choisit pas qui il veut, ne choisit pas toujours qui il veut Premier ministre. Il est de toutes les manières obligé de tenir compte des équilibres à l'Assemblée nationale. En théorie, il ne choisit pas. Bah si, le président de la République choisit le Premier ministre dès lors qu'il a une majorité qui lui est acquise à l'Assemblée. Là, le président de la République, il a des marges de manœuvre plus importantes. Il choisit Édouard Philippe, il choisit Jean Castex, il choisit Elisabeth Borne, enfin tu vois, il choisit effectivement, dès lors qu'il a une majorité. Mais dès lors qu'il n'a plus de majorité ou que c'est plus aussi simple que ça, là il est un peu obligé de tenir compte du bordel, quoi. Il n'a pas le choix de toute façon, parce que le Premier ministre, sinon, ne survivra pas et n'aura pas les moyens de mener la moindre politique. Donc, on verra. Moi, je m'interroge toujours à savoir si l'année prochaine, il y aura une nouvelle élection ou pas. Disons que c'est quand même lui qui choisit la personne en dépit de choisir la couleur politique. Non, 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 c'est pas toujours lui qui choisit la personne. Parfois, la personne peut être imposée, hein. Dans une situation de coalition, il n'a pas le choix, le président de la République. Mitterrand est obligé de nommer Jacques Chirac. Il n'a pas le choix. Ça s'impose à lui. J'ai du mal à ne pas imaginer une présidentielle anticipée en vrai. Ça, les amis, j'ai été tellement surpris par la dissolution que je ne vais pas m'aventurer dans des pronostics, parce que oui, Emmanuel Macron est capable de présenter sa démission, c'est possible, oui. On répète à tue-tête que le gouvernement en place est tributaire du RN. Peux-tu expliquer dans quelle mesure? Alors, pour t'expliquer ça simplement, l'actuel gouvernement dirigé par Michel Barnier est un gouvernement qui est soutenu par à peu près 210-220 députés à l'Assemblée. Il a une opposition de 200 députés, qui s'appelle le Nouveau Front Populaire, et il a une autre opposition de 120 députés et quelques, qui s'appelle le Rassemblement National, et qui a décidé de ne pas censurer Michel Barnier. Ce qui fait que Michel Barnier est un Premier ministre en sursis, et que son sursis ne lui est accordé que par le RN. C'est parce que le RN le veut bien que Michel Barnier est Premier ministre. Ça ne veut pas dire que Michel Barnier vient du RN. Ça ne veut pas dire que le RN soutient Michel Barnier. Mais ça veut dire que le RN accepte de ne pas censurer Michel Barnier. Voilà en quoi Michel Barnier est indirectement tributaire du Rassemblement national. Mais Michel Barnier peut, ça m'étonnerait, mais il le peut, je sais pas, proposer des lois qui soient votées par la gauche et par les macronistes. Alors le RN sera contre, parce qu'ils n'ont pas envie de ça, et on verra si le RN continue à ne pas le censurer ou pas. Penses-tu que la gauche est trop sectaire? Non. Alors déjà, il y a plusieurs gauches en France. Et la gauche, si tu parles du Nouveau Front Populaire, je ne crois pas qu'il soit plus sectaire qu'un autre camp politique. Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas beaucoup plus sectaire qu'Emmanuel Macron. Puisque Emmanuel Macron a refusé l'hypothèse Lucie Castet. Le sectarisme, il n'est pas dans le camp de la gauche, là. Puis d'ailleurs, c'est pas la peine de parler de sectarisme, c'est juste qu'Emmanuel Macron ne souhaite pas une politique de gauche. Et ses députés, il y a quand même... Ils sont combien? Ils sont 90, je crois, les députés macronistes, n'ont pas l'intention de soutenir la gauche. Donc, après, à gauche,
Je sais pas si c'est du sectarisme, parce qu'encore une fois, je trouve le mot un peu fort, mais bon. Euh, Au lendemain des élections législatives, Jean-Luc Mélenchon a déclaré que la gauche appliquerait son programme, rien que son programme et tout son programme. Bon, c'est faux. C'est faux, puisque la gauche n'en a pas les moyens politiques. Donc quand bien même la gauche serait au pouvoir, qu'elle n'aurait pas les moyens d'appliquer son programme. Rien que son programme et tout son programme. La gauche serait contrainte à la négociation et au compromis avec les macronistes. Ce qui a été confirmé sur le plateau de Baxit par Lucie Castet, qui a bien confirmé que si d'aventure elle devenait première ministre, elle irait faire des compromis avec les macronistes. Est-ce que c'est possible que le NFP décide de ne plus censurer Barnier ? La seule situation dans laquelle je pourrais imaginer que le NFP préfère Barnier à autre chose, c'est que l'autre chose soit pire que Barnier. Donc ce serait une situation dans laquelle le RN serait en position d'avoir le pouvoir. Mais ça, j'y crois pas. Le RN sont encore plus loin que le NFP du pouvoir, donc non, je ne pense pas. Hier, vous avez vu dans la discussion sur la motion de censure, le député du RN, j'ai oublié son nom, expliquer que le RN avait fait le choix du moindre mal. En gros, il expliquait que Michel Barnier, c'est moins bien. Bigot, merci beaucoup. Guillaume Bigot, merci à vous. Guillaume Bigot, il a expliqué que Michel Barnier, c'est moins bien qu'un Premier ministre RN, Jordan Bardella. Mais Michel Barnier, c'est toujours mieux que la gauche. Et Michel Barnier, c'est mieux que pas de gouvernement du tout. Voilà la logique qui a mené le RN à dire « Nous ne censurons pas Barnier ». C'est pas qu'on l'aime bien, c'est pas qu'on l'adore, c'est pas qu'on le soutient, c'est qu'on préfère à choisir qu'il soit là plutôt qu'il n'y ait rien d'autre. Ou encore pire, qu'il y ait la gauche. Voilà. C'est ce que fait la gauche à chaque barrage, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. T'as raison. Pour moi, c'est du soutien. Je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas du soutien. Pour moi, c'est pas du soutien. C'est de la temporisation. Et on verra d'ailleurs dans les négociations budgétaires, on verra dans les négociations sur les amendements, sur les projets de loi, etc. Si le RN soutenait... si le RN soutenait... Merde, je voulais dire quoi ? Si le RN soutenait le gouvernement Barnier, le RN s'engagerait a priori à voter les lois proposées par Barnier. Mais pour revenir à la question que tu posais tout à l'heure sur la gauche sectaire, il y a effectivement eu l'hypothèse Bernard Cazeneuve qui a été agitée, où là, effectivement, des personnes ont reproché à une partie de la gauche de ne pas avoir, justement, eux aussi, fait le choix du moins pire. La gauche aurait pu se dire Bernard Cazeneuve, c'est moins bien que Lucie Castet, mais Bernard Cazeneuve, c'est toujours mieux que Michel Barnier. Donc, effectivement, la gauche aurait pu dire ça. En l'occurrence, la gauche n'a pas fait ça. Le NFP avait une candidate, c'était Lucie Castet, et le NFP ne voulait entendre parler que de Lucie Castet. Le problème qu'a la gauche en se positionnant sur cette stratégie-là, c'est nous ou rien, c'est que
la gauche se dit qu'elle ne participera au pouvoir que le jour où elle l'aura intégralement. Donc ça veut dire qu'en dessous de 289 députés, ils ne soutiendront jamais autre chose. Ils ne feront pas de compromis, etc. Bah écoutez, on verra les prochaines élections législatives si la gauche fait 289 députés. C'est déjà arrivé par le passé, hein. Enfin, en général, c'est dans la foulée d'une élection présidentielle, mais... Sur quel sujet le RN et la gauche pourraient s'entendre pour faire opposition au gouvernement ? L'abrogation de la réforme des retraites. Mais sur les pistes de financement, ils vont pas être d'accord non plus. L'augmentation du SMIC, mais ils sont pas du tout d'accord sur la méthode et la philosophie derrière. Mais c'est tout. La sortie de l'Europe. Personne à gauche ne veut sortir de l'Union européenne, hein. LFI, ils défendent plus ça. D'ailleurs, ils l'ont jamais vraiment défendu et ils le défendent plus depuis 10 ans maintenant. Plan A, plan B, c'est terminé, hein. Les écolos, ils sont fédéralistes. Les socialistes, ils sont européistes. Les communistes ne sont pas pour la sortie de l'Union européenne. Non, donc non. Et par ailleurs, Marine Le Pen, le Rassemblement national ne promeut plus la sortie de l'Union européenne, comme le faisait le Front National. Le Rassemblement national ne promeut plus la sortie de l'euro. Alors le problème du RN, c'est qu'ils ont un peu tendance à changer d'avis à chaque élection, où ils disent plus tout à fait la même chose. Une Europe des nations et pas une Europe européenne, voilà ma solution. Donc toi, t'es pour le retour des barrières douanières, par exemple, pour limiter les exportations des entreprises françaises. Si tu veux, hein. T'as le droit. Elles exportent les entreprises françaises ? Oui. Oui, si tu la prends aujourd'hui, je te la prends. Effectivement, les entreprises françaises exportent, font partie des premiers marchés exportateurs. La première destination d'exportation des entreprises françaises, c'est l'Union européenne. Avec l'économie allemande, on est la plus grosse entreprise exportatrice. Le plus gros pays exportateur, pardon. Rafale et cognac. Tu donnes quelle espérance de vie au gouvernement Barnier ? Pour moi, le gouvernement Barnier, il a une espérance de vie d'1 an. Je suppose, à en croire les déclarations de Marine Le Pen, qu'elle va censurer le gouvernement Barnier au printemps prochain. En mai, par exemple. Le gouvernement Barnier ne va-t-il pas péter de l'intérieur ? Ça, c'est une bonne question. Regarde, j'ai trouvé un article.
Oh là là, la transition est incroyable. L'Assemblée nationale, Michel Barnier, préoccupé par le manque de solidarité dans sa coalition, ça commence à coincer dans la coalition Barnier. La coalition Barnier, je vous rappelle que c'est les macronistes plus les républicains. Et visiblement, ils se tirent dans les pattes. Il y a des désaccords qui s'expriment publiquement. On a entendu des ministres exprimer publiquement des désaccords, notamment avec leur budget prévisionnel. Je pense à Didier Migaud. On a aussi entendu le chef des députés macronistes, Gabriel Attal, prédécesseur de Michel Barnier, critiquer le budget Barnier en disant qu'il y a trop d'impôts dedans et il n'y a pas assez de réformes structurelles. L'élection surprise d'une députée de la France Insoumise à la présidence de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale préoccupe le Premier ministre. Ce mercredi, le Premier ministre Michel Barnier a exprimé sa préoccupation quant au manque de solidarité des différentes entités de sa coalition qui ont entraîné l'élection surprise d'une députée insoumise, Aurélie Trouvé, une ancienne du mouvement Attaque, je vous le rappelle, à la présidence de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, selon l'entourage du chef de gouvernement cité par l'AFP. Selon cette même source, le Premier ministre s'est inquiété que l'alliance et la solidarité des groupes n'a finalement pas été au rendez-vous, alors que PR et DR, donc les Républicains, alliés au gouvernement, ont présenté chacun un candidat, Stéphane Travert et Julien Dive. Bah ouais les gars, mais si vous ne mettez pas d'accord aussi... Le Premier ministre continuera de travailler avec le gouvernement à la cohésion et à l'action du socle commun à l'Assemblée nationale et au Sénat pour faire face aux enjeux du pays, a ajouté son entourage, précisant que Michel Barnier avait félicité Bruno Fuchs du Modem pour son élection à la présidence de la Commission des Affaires étrangères et Frédéric Valtou d'Horizon à celle des Affaires sociales. La tension était montée ces derniers jours entre le groupe Ensemble pour la République, présidé par Gabriel Attal, et celui de la droite républicaine, dirigé par Laurent Wauquiez. La droite exigeait une présidence de commission au même titre que ses nouveaux alliés au sein de la coalition et a laissé planer la menace de présenter 3 candidats face à ceux de la Macronie pour leur barrer la route. Finalement, ils n'ont présenté de candidat qu'à la commission des affaires économiques. Et du coup, patatras, Aurélie Trouvé a été élue. Au 3e tour, si Julien Dive a bien retiré sa candidature, les élus de droite n'ont pas apporté leur soutien à Stéphane Travert. La plupart se sont abstenus et ont voté pour l'insoumise Aurélie Trouvé, selon une déclaration de M. Dive à la presse à l'issue du vote. C'est donc la députée LFI qui l'a emporté à la surprise générale, avec 27 voix contre 25 pour M. Travert. Le candidat du RN, Frédéric Falcon, a lui perdu 2 voix entre le 2e et le 3e tour, qui sont allés, selon plusieurs sources RN, à M. Travert. Aurélie Trouvé a été élue présidente de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale grâce à la droite. Elle va pas le fanfaronner sur tous les toits, ça. Mais voilà, vous le savez. C'est grâce à des voix de droite que Aurélie Trouvé est à la présidence de la commission des affaires économiques. Putain, et vraiment la droite républicaine et EPR qui présentent des candidats les uns contre les autres et qui refusent de voter pour le candidat des copains. Je trouve ça fou. Ça représente quoi ce poste? Pas grand-chose. Pas grand-chose. La présidence de la commission ne te donne pas un pouvoir phénoménal dans la politique menée dans le pays. C'est plutôt interne à l'Assemblée nationale, dans la possibilité de faire passer les textes, dans la mise en débat, dans l'ordre du jour, l'agenda, la police des débats. Mais du coup, l'événement qui s'est produit, qui a permis à Aurélie Trouvé d'être élue à la tête d'une commission, c'est exactement le même genre de truc qui permettent parfois à des gens du RN d'être élus également. C'est la division du camp d'en face qui permet au RN de choper des places. Est-ce que c'est pareil pour la présidence de l'Assemblée nationale ? Non, la présidence de l'Assemblée nationale, ça se fait au scrutin majoritaire en 2 tours. Et s'il n'y a toujours pas de majorité, on fait un 3e tour au scrutin proportionnel. Et c'est comme ça qu'a été élu Yael Braun-Pivet. Grâce à une majorité relative.
Pareil pour le bureau de l'Assemblée. Ouais, exactement. Euh, Est-ce que tu peux expliquer la différence de fond, de programme entre Barnier qui veut augmenter les impôts et Macron qui ne voulait pas? Quelle est l'idée derrière? Pas besoin de beaucoup d'idées. Emmanuel Macron promeut une politique de l'offre qui consiste à abaisser les impôts sur les unités de production, sur les entreprises, sur les personnes, sur les foyers, etc., pour permettre de booster la consommation, l'accession à la propriété, etc. Bon, voilà, c'est la politique qu'il a toujours menée. Michel Barnier, il veut augmenter les impôts, pas par fétichisme des impôts, pas parce qu'il les aime, les impôts, mais simplement parce que la situation budgétaire a complètement dérapé et qu'on est à 6% de déficit. Voilà. Politique d'austérité. Ben, du coup, c'est nouveau, la politique d'austérité. Politique de Macron, c'est une politique d'investissement, hein. Il y a quand même je vous rappelle quand même le plan de relance européen, on était sur 100 milliards d'euros d'investissement dans l'avenir, etc. Donc on était aussi sur de l'argent public mobilisé pour le développement économique. Là, le gouvernement Barnier va plutôt aller dans la direction d'une politique austéritaire qui consiste à faire des économies sur les dépenses et à augmenter les recettes par des augmentations d'impôts. Alors, il promet que ce sont des augmentations d'impôts qui sont ciblées, qui sont temporaires, qui sont circonscrits, etc. On verra. Mais ouais, investissement raté. Comment ça, investissement raté? Comment tu peux dire en octobre 2024 que le plan de relance de 2022 a été raté? Ça se mesure sur des années et des années et des années. Est-ce que tu penses que passer à la 6ème République pour un modèle comme la Suisse est possible dans les 50 prochaines années pour la France? Non, on ne peut pas copier un modèle d'un pays à un autre pays, ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. La France et la Suisse sont des pays qui, à bien des égards, sont très différents. On ne peut pas copier-coller un modèle politique d'un pays et l'appliquer à un autre. Hum, On n'a encore jamais eu de politique d'austérité en France et vu le budget annoncé, ce sera le cas. Ce sera encore le cas. C'est une question de point de vue. C'est une question de point de vue. À bien des égards, la politique de François Fillon, à partir de 2010, c'était une politique austéritaire, hein. Est-ce que t'as vu que Baxit était cité dans le Canard enchaîné aujourd'hui? Ah non, j'ai pas vu. Il parle de quoi, Lucie Castet? Hmm, D'accord, bah non, 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 j'ai pas le Canard. Euh, Quels ont été les effets de la politique de Fillon? Éviter la panique bancaire, éviter l'effondrement de la note de la France et de son endettement, en échange d'une réduction drastique des politiques publiques, hein, via la RGPD à l'époque, la Révision Générale des Politiques Publiques. RGPP, pardon. C'était 2008 et les subprimes. En 2008, c'est la crise des subprimes. 2009-2010, c'est le moment où ça a atteint la France dans ses grandes largeurs.
Je sais plus en quelle année il a déclaré que l'État était en situation de faillite. C'était peut-être 2008 ou 2009. Il y avait la crise de la dette européenne. Ouais. Ouais, la crise des dettes européennes, ça a été un moment extrêmement difficile. Euh, C'est en 2007 qu'il a dit: Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite. Il paraît que Sarkozy avait très très mal apprécié cette phrase, notamment parce qu'il avait dit Je suis à la tête d'un État. François Fillon, Premier ministre, qui dit Je suis à la tête d'un État en situation de faillite. Et Sarko qui fait Comment ça, t'es à la tête de l'État? Oublie pas qui c'est qui a été élu. Non, c'était les grands moments de l'époque. C'était les grands moments de l'époque. Son collaborateur, c'est ça, son vulgaire collaborateur. Qu'est-ce qui s'est passé pour Aurore Berger? Alors pour ceux qui ont raté, j'ai un article court qui récapitule ce qui s'est passé par Aurore Berger, qui a été, bref, qui est soupçonné d'avoir parjuré. On va en parler. Crèche, le bureau de l'Assemblée signale à la justice le cas d'Aurore Berger, accusée de faux témoignages. La députée macroniste est accusée par les députés de gauche de faux témoignages pour avoir récusé devant une commission d'enquête tout lien personnel avec une lobbyiste des crèches privées. Le bureau de l'Assemblée nationale a décidé, mercredi 9 octobre, de saisir la justice du cas de l'ex-ministre macroniste Aurore Berger, accusée par les députés de gauche de faux témoignages pour avoir récusé dans une commission d'enquête tout lien personnel avec une lobbyiste des crèches privées, selon une information de l'AFP confirmée par Le Monde. La demande d'engagement de poursuite pénale contre Madame Berger, aujourd'hui députée Ensemble pour la République, a été validée par 10 voix pour et 9 voix contre lors d'un vote du bureau, instance exécutive dominée par la gauche, ont précisé les sources de l'AFP. Les parlementaires insoumis et écologistes qui demandent cette procédure se fondent sur des propos tenus le 30 avril par Madame Berger devant une commission d'enquête parlementaire sur le modèle économique des crèches. Sous serment, elle y avait affirmé n'avoir, je cite, aucun lien personnel, intime ou amical ni d'accointance avec la déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches, Elsa Hervy. Or, dans son livre Enquête les ogres, paru aux éditions Flammarion, sur les dérives et la voracité de certains groupes de crèches privées, le journaliste d'investigation Victor Castanet évoque un pacte de non-agression qui aurait été conclu entre Madame Berger, à l'époque où elle était ministre des Familles, et Elsa Hervy. Madame Berger a signalé la semaine dernière avoir déposé plainte en diffamation après la publication de ces révélations. De son côté, Victor Castanet a rendu public des documents montrant, selon lui, qu'il y a une entente entre Aurore Berger et Elsa Hervy pour étouffer l'incendie. L'un de ces documents est un courriel adressé le 8 août 2023 par la ministre à sa directrice de cabinet, dans lequel elle dit, à propos de Madame Hervy, « C'est surtout une copine, elle sera très aidante avec moi ». C'est incriminant, ça. Après ces révélations et le vote de mercredi, Aurore Berger devra rendre des comptes pour avoir menti devant la représentation nationale, s'est félicitée sur X la chef des députés insoumis, Mathilde Panot. On ne copine pas avec les lobbies qui maltraitent les enfants quand on est ministre, chargé de la petite enfance, a-t-elle ajouté. L'ex-ministre doit désormais pouvoir se défendre de ces accusations devant la justice plutôt que sur les plateaux de télévision, a commenté de son côté le député écolo Emmanuel Duplessis. Pour Madame Berger, le nouveau Front populaire a sans surprise décidé une nouvelle fois de se soumettre à LFI et à sa demande infondée la visant. La gauche ne finit plus son naufrage politique et démocratique, a-t-elle déploré. Donc, Aurore Berger était la ministre chargée de la famille, chargée des familles. Donc elle s'occupait un peu des enjeux qui touchent les gardes d'enfants, les crèches, etc. D'accord ?
À l'Assemblée nationale, il y avait une commission d'enquête parlementaire. Une commission d'enquête parlementaire, c'est une formation importante d'une commission particulière, transpartisane, qui va mener une enquête sur un point particulier, non pas dans le but de juger qui que ce soit, mais dans le but d'établir s'il y a eu des dysfonctionnements du côté du droit, du côté de l'administration, du côté de l'État, des collectivités, de machin, etc. Et c'est sur la base des conclusions d'une commission d'enquête qu'on peut éventuellement faire évoluer la législation dans un futur projet de loi. Dans le cadre d'une commission d'enquête, les personnes qui sont entendues, qui sont citées à comparaître, alors c'est pas exactement le mot qu'on utilise, parce que c'est pas un tribunal, mais les personnes qui sont entendues prêtent serment et jurent de ne dire rien que la vérité et toute la vérité, faute de rue. Aurore Berger, sous serment, a déclaré qu'elle n'avait aucune accointance ni proximité avec la représentante d'un lobby de crèches privées. Et un journaliste indépendant, Victor Castanet, publie un livre aujourd'hui qui révèle que contrairement à ce qu'elle a raconté, a priori, si, il y a des indices qui portent à croire qu'elle avait bel et bien des accointances avec cette personne. De ce fait, il est possible qu'Aurore Berger ait commis le délit de parjure. Le parjure est un délit qui consiste à mentir alors qu'on avait prêté serment de ne pas le faire. C'est tout l'intérêt de la prestation de serment. Si vous dites des choses fausses en ayant conscience qu'elles soient fausses, sous serment, vous pouvez éventuellement être poursuivi pour le délit de parjure. Le problème, c'est que Aurore Berger est une députée et que donc elle est couverte par l'immunité parlementaire qui est censée la protéger des menaces de poursuite en justice. L'immunité parlementaire ne peut être levée que par une décision du bureau de l'Assemblée nationale. Et si j'ai bien compris, c'est ce que vient de faire le bureau de l'Assemblée nationale en décidant de lever son immunité et de saisir le procureur. C'est un signalement. L'Assemblée nationale n'est pas la justice. L'Assemblée nationale ne peut pas juger les délits, les crimes et les contraventions. C'est à la justice de le faire. Aurore Berger, on verra si le parquet suit ce signalement et décide d'ouvrir une enquête. Dès lors, Aurore Berger est présumée innocente de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés jusqu'à un éventuel jugement. C'est plutôt rare la levée d'immunité. Bah oui, surtout que c'est pas tous les matins que les députés sont traînés au tribunal. L'autre truc qui est intéressant, c'est que Aurore Berger, Aurore Berger, dans son dans son dans sa justification, a annoncé qu'elle allait porter plainte pour diffamation contre Victor Castanet. La diffamation est un délit qui consiste à prêter à autrui un fait qui porte atteinte à son honneur ou à sa réputation. Si Victor... Alors, oui, c'est ça. La justice va peut-être être saisie et devra juger si Victor Castanet, dans son livre, porte des accusations diffamatoires contre Aurore Berger. L'une des manières que pourra avoir Victor Castanet pour ne pas être condamné pour diffamation, ça va être d'apporter au tribunal des éléments qui tendent à prouver ce qu'il avance. Dès lors, il pourra s'en sortir avec l'excuse de vérité. L'exception, pardon, pas l'excuse. L'exception de vérité. En revanche, si la justice est convaincue qu'effectivement Victor Castanet a raconté n'importe quoi, qu'il n'y a pas d'accointance entre Aurore Berger et cette dame, alors Aurore Berger pourra facilement, je le suppose, se sortir de son hypothétique procès pour parjure. Mmh, mmh.
Castaner a pas déjà publié des preuves à la suite de son accusation en diffamation? Si. Si, Castaner a rendu public certains éléments, notamment un fameux email dans lequel il semblerait qu'Aurore Berger dise à sa directrice de cabinet, donc à une de ses collaboratrices, que cette femme en question du lobby des crèches, là, c'est, je cite, une copine. Est-ce qu'il y a un risque pour les sources en cas de procès pour diffamation? Il peut y avoir un risque pour les sources, mais si tu n'utilises pas l'exception de vérité, tu peux utiliser l'exception de bonne foi. En disant que les faits sont plausibles. Et que tu as pu y croire de bonne foi. Donc t'as pas besoin de donner tes sources. Je connais pas bien le droit, mais dévoiler un email confidentiel comme ça, est-ce que c'est pas un délit? Si, ça peut être un délit, effectivement. Vous n'avez pas le droit de rendre publique la correspondance privée. Mais dès lors qu'une information qui s'y trouve est d'intérêt public, alors vous avez le droit de la publier. Ce que je comprends pas, c'est que cet email a été évoqué lors de l'audition de Madame Berger devant la commission. Je sais pas, j'ai pas vu l'audition, moi. J'ai pas vu l'audition. C'est professionnel. Oui, mais ça change rien, ça. Ça change rien. C'est pas parce qu'une information c'est pas parce qu'une correspondance est professionnelle qu'elle est pas privée. Votre boîte mail professionnelle n'est pas du domaine public. Je vous le dis tout de suite, hein. Je n'ai pas le droit d'aller la lire. Voilà. C'est voilà, c'est une boîte mail pro, mais c'est pas public pour autant. Dans un jugement pour diffamation, on ne s'intéresse pas si c'est vrai ou faux, mais à l'impact de la supposée diffamation. Non, ça dépend. Ça dépend. Dans le cadre de l'exception de vérité, on cherche à vérifier si l'information est vraie. On ne cherche pas à vérifier que ça, mais on cherche à vérifier si elle est vraie. Et à défaut de pouvoir définir qu'elle est vraie, on peut s'intéresser à savoir si la personne qui l'a rendue publique était de bonne foi. Ce qu'on appelle l'exception de bonne foi. On doit vérifier si l'information est vraie ou fausse, mais ce n'est pas parce qu'elle est vraie qu'on est innocenté. Ça, c'est vrai, oui, effectivement. Ça dépend aussi du contexte. Ça dépend aussi du contexte de son écriture, de sa mise en forme, de sa mise en page, etc. Enfin, les juges font un travail assez précis de contextualisation. C'est pour ça que le droit de la presse, c'est pas un droit mécanique. C'est pas un droit dans lequel, bah, ça c'est légal, ça c'est pas légal. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du contexte, ça dépend de la manière avec laquelle c'est amené, comment c'est fait, etc. Dans les faits, le procès en diffamation a été créé et utilisé par des gens pas nets pour se défendre contre les révélations de journalisme. Oula, 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 oula. Méfie-toi, enfin calme-toi. Non, il y a des gens parfaitement innocents qui ont été diffamés de manière injuste et qui ont heureusement gagné gain de cause.
Faites hyper attention avec ça, hein. Faites hyper attention. Non, la justice n'a pas été inventée par les délinquants pour je sais pas quoi. Rendre la justice, ça veut dire rendre la justice. Non, non, le procès en diffamation, c'est très important pour permettre aux gens de se défendre contre des rumeurs qui sont balancées par des journaux, par des torchons, par des militants, par je sais pas quoi, etc. Hmm. Et les procédures Bayon. Alors, les procédures Bayon sont la plupart du temps, ce qu'on appelle les procédures Bayon, sont des procédures judiciaires qui sont intentées non pas dans le but d'être remportées, mais dans le but de ralentir et coûter cher à un organe de presse, un journal, un collectif, un organisme, etc. Les procédures Bayon sont pas tant des procédures au pénal du genre diffamation. C'est souvent des procédures au civil sur des conneries d'usurpation de, de marque, par exemple. Euh, Pour les agressions sexuelles, c'est souvent en diffamation. Bah oui, pour une personne qui est accusée et qui estime être accusée à tort d'agression sexuelle, peut intenter une action en justice contre son accusateur ou son accusatrice en diffamation. Charge au tribunal ensuite de faire la lumière sur ce qui s'est passé. La diffamation, c'est pas le mensonge, on le rappelle. Oui, tu as raison, c'est important de le rappeler. La diffamation, ce n'est pas le mensonge. La diffamation, c'est porter atteinte à l'honneur et la réputation d'une personne par l'allégation d'un fait ou d'une parole. Donc, que risque Aurore Berger? Je sais pas ce que risque Aurore Berger parce que je sais pas. Déjà, je ne sais pas si le parquet va suivre le signalement de l'Assemblée nationale, et je ne sais pas si le parquet va suivre pour plusieurs éléments ou pour un seul. Quelle va être la qualification délictuelle qu'ils vont retenir, etc. Je ne sais pas. Euh, J'ai souvenir d'un cas où une personne a été condamnée pour un délit, mais a gagné son procès en diffamation vers le tiers qui avait révélé le fait car jugé insuffisamment de bien public. Bah, peut-être que ça avait été révélé dans le but de porter atteinte. En fait, c'est aussi ça que les juges vont s'intéresser à qualifier. C'est est-ce que la personne a publié dans le but de porter atteinte à son honneur? Est-ce que le but c'était de lui faire du mal? Est-ce que le but c'était de niquer sa réputation, par exemple? Ça peut être condamné, ouais, bien sûr. Il y a une question de proportionnalité, il y a une question de manière de présenter les choses. Euh, Donc
Donc on verra bien ce que retiendra la justice. Les magistrats instructeurs vont prendre leurs décisions, enquêter, vérifier les faits et tout. Et puis on verra quoi. Euh, hmm. Aurore Berger est encore une fois présumée innocente de tous les faits qui lui sont reprochés jusqu'à preuve du contraire. Donc elle va continuer à siéger à l'Assemblée nationale, elle va continuer à faire son boulot, Aurore Berger évidemment, puis elle a le droit de se défendre. On verra bien où tout ça va. Hmm. Parjure égale fin de la carrière politique normalement? Pas sûr, non. Non, vraiment pas sûr. Est-ce qu'il y a Backseat demain? Oui, il y a Backseat demain. Rendez-vous à 19 h en direct sur ma chaîne. Et notre invité cette semaine sera Bernard Guetta. Bernard Guetta, l'eurodéputé Renaissance. Renew. Oui, c'est le frère de David Guetta. C'est le frère de David Guetta. Je sens que le chat demain va être très chiant. Je sens qu'il n'y aura pas une question intéressante dans le chat. Pendant toute l'interview, il n'y aura que des MDR David, MDR David. Bon, vous inquiétez pas, on va faire une interview politique quand même, hein. On a des questions à poser. J'ai du mal à saisir si tu dénonces quelque chose de grave contre quelqu'un, ça va forcément nuire à sa réputation, donc tu risques toujours la diffamation. Pas si les faits que tu allègues sont vrais, vérifiés et soutenus par des preuves. Auquel cas, tu es dans ta liberté d'expression, tu es dans ta liberté d'information. Sinon, les journalistes pourraient jamais bosser. Si un journaliste écrit dans son article « Monsieur Machin a été condamné à 3 ans de prison », et que le mec porte plainte en diffamation en disant « Mais attendez, vous avez publié ça dans votre journal, mais vous imaginez ma réputation, c'est dégueulasse », bah, le journaliste, il va arriver, il va dire « Regardez, ça c'est le jugement. Donc le monsieur a bien été jugé, il a bien été condamné. Je suis désolé si ça porte atteinte à sa réputation, mais enfin c'est pas moi, hein. » Voilà. Et là, le juge, il va dire « Acquitté, c'est bon, le journaliste peut repartir tranquille, vous, monsieur, vous retournez en prison, et vous arrêtez de péter les burnes. » En soi, un article vrai mais ultra à charge inutilement ne peut pas être considéré comme de la diffamation. Non, la diffamation, c'est un délit pour laquelle il faut aussi qu'il y ait un... Comment dire? Il faut qu'il y ait un dommage. Il faut que la justice constate que le délit a commis un dommage, a fait mal à quelqu'un, a porté atteinte effectivement. Si, mettons par exemple, un journal local publie une enquête sur un entrepreneur du coin en l'accusant de plein de trucs. Et l'article, c'est une espèce d'enquête qui accuse l'entreprise et monsieur machin, son dirigeant, de plein de turpitudes, machin et tout. Le mec, il perd des contrats, il perd des clients, il perd des marchés publics, les gens démissionnent de sa boîte, l'entreprise est surendettée, elle ferme, elle est mise en liquidation, etc. Et 5-10 ans plus tard, en fait, on apprend que l'article du journal, sans être complètement faux, il exagérait énormément les choses. Genre vraiment beaucoup. Bon, bah... oui, c'est ça, avec des insinuations, avec des extrapolations, avec des sous-entendus, avec des...
Enfin voilà, ça peut aller très loin, hein. Bon, bah là, potentiellement, un juge pourrait être amené à constater qu'il y a un mec dont la réputation a été défoncée, sa boîte a fermé, le préjudice est énorme. Tout ça à cause d'un article qui ne respectait pas les règles habituelles, jurisprudentielles de ce type d'enquête, qui manquait de prudence, manquait de... Voilà, de plein de trucs. Bon, bah voilà, là vous pouvez avoir une condamnation en diffamation, effectivement, le directeur de publication du journal en question peut être condamné pour diffamation. Voilà, c'est un exemple un peu virtuel que je vous donne, mais vous avez un peu l'idée, quoi. Mais encore une fois, voilà, il faut qu'il y ait un dommage à un moment. Il faut qu'on puisse mesurer quand même un petit peu le fait que ça a eu un effet. Si alors ça c'est souvent les trucs, putain, les gens sur Twitter là qui s'insultent. Bon, déjà c'est Twitter, mais surtout qui disent ouais, je vais porter plainte en diffamation contre vous pour ce tweet, machin, etc. Les gens, t'es en mode d'accord, mais est-ce que tu peux nous apporter la preuve d'un préjudice que tu as subi? À part le fait que t'as été très très en colère, ce qui est légitime, ce qui est effectivement assez désagréable. Mettons que pendant une demi-journée, t'as été en rogne, t'étais pas content, etc. Bon, est-ce que à part ça, t'es capable de nous dire, de nous mesurer un préjudice sur ta vie, ton activité professionnelle et tout? Bon, voilà, les juges, ils regardent ça aussi, tu vois. Les juges, bon, parfois, ils vont dire, écoutez, vous êtes gentil, mais vous pouvez pas foutre la paix à la justice, là? Vous croyez qu'on a que ça à branler de juger des affaires de tweets? Cassez-vous de mon bureau, putain. Il y a des... il y a des victimes, il y a des vraies victimes de vrais trucs hyper graves qui ont tout perdu et tout, qui attendent d'un jugement. Et vous venez nous péter les burnes avec votre petit ego froissé, là. Euh, Ça aussi, moi je suis juriste de formation, je ne suis pas un praticien du droit, attention, hein, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un juriste en entreprise, je ne suis pas un magistrat. Donc prenez toujours avec des pincettes ce que je vous dis quand je parle de justice, mais s'il y a bien un conseil que je peux me permettre de vous donner, c'est ne prenez pas les juges pour des cons. Voilà. Ne prenez pas les juges pour des cons. Les juges, ils vous voient arriver à 2000 km. Des comme vous, ils en voient défiler toute la journée. Ils en ont déjà vu d'autres. Ils en verront d'autres. Croyez pas que vous allez réussir à embrouiller l'histoire, le machin. Non, non. Euh, Tu peux attaquer pour procédure abusive. Oui, tu peux attaquer pour procédure abusive, mais c'est en soi une procédure longue. Longue et chiante. Donc, oui, oui, tu peux. Mais bon, procédure abusive, encore une fois, attention, je suis pas avocat dans le domaine en particulier. Je suppose qu'il faut quand même pouvoir démontrer qu'il y a eu plusieurs procédures. C'est-à-dire, le mec, il porte plainte contre toi une première fois, il perd, il porte plainte contre toi une deuxième fois, il perd, il porte plainte contre toi une troisième fois, il perd. Je crois qu'à partir de 3 ou 4, tu vas pouvoir commencer à constituer un dossier, effectivement, de procédure abusive, en disant, bon, bah, il y a un moment, c'est bon, enfin, le mec, il revient à la charge à chaque fois avec les mêmes accusations, il perd à chaque fois. Apparemment, ça lui fait plaisir de perdre du pognon. Parce que par ailleurs, je vous rappelle aussi un truc qu'on a toujours tendance à oublier sur les frais de justice et tout, machin. Si quelqu'un attaque quelqu'un d'autre à l'Assemblée nationale et perd, le juge peut prononcer qu'il est condamné aux dépens de l'autre. C'est-à-dire que non seulement vous avez perdu votre affaire en justice, mais en plus de ça, vous allez payer les frais de justice de la partie d'en face. Et c'est vous qui allez la payer.
Alors ça dépend de la procédure. Pas toujours malheureusement. Non, je sais. Ça dépend de la procédure. Ça dépend de machin. Ça peut être des sommes. Ça peut être ça peut être pas très cher. Hein. Ça peut être voilà un prix quelques dizaines d'euros et tout. Ça peut être un peu plus. Ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses et tout. Mais vous pouvez. Voilà. Donc ne faites pas des procédures en justice en vous disant au pire ça m'aura pas coûté grand chose. Non. Au pire ça peut vous coûter cher. Le pire, c'est non, le pire est possible. Non, ça peut être vraiment chiant. Enfin, voilà, il faut pas que ça vous empêche d'aller en justice pour défendre vos droits, et ça c'est important. Mais la procédure abusive, la procédure abusive peut être aussi prononcée sur le fond et pas seulement sur la répétition. Ok, d'accord. Ok, possible. Je comprends, ouais. Donc, mais ouais, non, il y en a plein ces derniers temps. J'ai l'impression des youtubeurs qui ont des procès, des gens, des machins. Moi, je me souviens d'un tribunal des prud'hommes qui avait. C'était un cas intéressant parce que c'était un salarié qui poursuivait son employeur pour licenciement abusif. Et dans le cadre de la procédure, avant d'arriver au prud'homme, il y a une conciliation qui est proposée et l'employeur avait proposé au salarié une certaine somme d'argent pour lui proposer de se mettre d'accord, de trouver un accord en disant c'est pas la peine d'aller au prud'homme, on se met d'accord entre nous. Le salarié avait refusé cette somme et avait poursuivi l'employeur au prud'homme. Et au moment des prud'hommes, au moment du jugement, le juge prud'homal avait effectivement reconnu le caractère abusif du licenciement et avait accordé au salarié une somme en dédommagement qui était exactement la somme qu'avait proposée l'entreprise 6 mois plus tôt. Ce qui en fait était une manière assez habile pour le tribunal de dire au salarié ça servait à rien de chercher d'aller jusqu'au prud'homme. On t'a proposé une somme, tu aurais dû l'accepter. Là, tu as perdu 6 mois, tu rien gagné de plus. Donc c'est une manière un peu intelligente d'envoyer le message en disant, bon, bah voilà, tu as effectivement gagné ton procès au prud'homme, mais tu rien gagné de plus que si tu avais accepté la conciliation. Donc c'est assez équilibré comme jugement. Il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. Je connaissais pas cette expression. Symboliquement, avoir la condamnation de son employeur, ça compte. Si t'es particulièrement en colère, oui. Mais bon. Euh... Euh... Est-ce que Fillon avait fait son procès à Poutou comme il l'avait annoncé? Non, il a jamais annoncé de procès à Poutou, il a menacé sur un plateau télé, mais il a jamais annoncé qu'il ferait un procès. Combien de temps pour faire recours au prud'homme? J'en sais rien du tout, demande à un avocat. Euh... Ça dépend de la localisation, mais une bonne année. Ouais, ça peut être un an, ouais. Ouais, ouais, carrément.
Euh, Est-ce que les menaces sont réglementées par la loi? Oui, oui. Les menaces, ça peut constituer un délit, oui, bien sûr. Il faut que ce soit caractérisé, il faut que ce soit répété, il faut que, enfin, bref, il y a des, je les connais pas, mais il y a des critères euh, à remplir. Mais oui, 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 la menace, oui, bien sûr. Euh, Tu cherches une actualité, l'ouragan Milton, ça va être un désastre en Floride. Ouais, j'ai vu, c'est l'ouragan qui arrive sur la Floride là, et qui est d'intensité a priori supérieure à ce qu'on connaît, qui est encore plus haut que l'échelle qu'on connaît aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je rigole, c'est pas marrant. Mais ouais, ouais, j'ai vu ça, ouais. L'ouragan. Fait moche, hein. C'est le deuxième en 10 jours. Ah ouais. Hmm. C'est pas le même qui revient. Non, mais non, c'est impressionnant, hein. C'est super impressionnant. Euh, Merde. Hop. Pour ceux que ça intéresse, je vous rappelle que je serai à 19 h aujourd'hui à la librairie Le Divan, dans le 15e arrondissement rue de la Convention, à 19 h, pour parler de mon livre Les jeunes, c'est le présent. Soyez là, ça va être chouette. Toum toum toum. Ça va être cool. Je vais m'arrêter là, les amis. Je vais m'arrêter là. Je vais me reposer, puis je vais y aller surtout. Merci d'avoir été là et on se retrouve demain pour Backseat à 19 h. Je vous rappelle que nous recevrons Bernard Guetta, le député européen Renew, comme invité politique et que y aura une autre surprise dans l'émission. J'espère que ça vous plaira. À demain, ciao.